Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 12 de Ici de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les single issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme deux titres Marvel, à savoir le Ultimate Spider-Man numéro 6 et le Uncle Scrooge and the Infinity Dime. On aura également trois titres Boom Studios, à savoir High Heart Skull Crusher numéro 3, Uncanny Valley numéro 3 et Man's Best numéro 4. Et on terminera par un titre Image Comics avec le numéro 3 de Geiger. Donc on y va, c'est parti. On commence avec Ultimate Spider-Man numéro 6. Là, je vous présente une variante cover de Chris Samney, qui est, je vous l'ai déjà dit, un des dessinateurs que je préfère. Donc, Ultimate Spider-Man, vous vous souvenez, scénarisé par Jonathan Hickman, dessiné par Marco Checchetto lors des 3 premiers numéros, puis David Messina lors des 4 et 5, et là, on a le retour de Marco Checchetto au scénario. Donc on y va, on continue. Vous vous souvenez un petit peu ce principe de un numéro, un mois, donc sixième numéro, donc le mois de juin. On a vraiment commencé au début de l'année 2024. Et on a à chaque fois un petit peu un événement marquant du mois. Là, l'événement marquant, c'est évidemment Peter Parker qui rentre au sein de sa famille défiguré, voilà, avec un petit peu le visage tout tuméfié. Donc évidemment, ça éveille les soupçons et les inquiétudes de sa famille. Même s'il y a notamment un membre de sa famille qui sait depuis le début un petit peu pourquoi, et sans doute pourquoi il lui est arrivé tout ça, quoi, qu'est-ce qui a causé tout ça, et de par sa fonction, parce qu'elle est au courant, forcément, elle a été complice un petit peu du changement qui a été apporté dans la vie de Peter Parker, et dans sa vie super-héroïque, de manière toute fraîche. Donc voilà, on a le retour de Checchetto et ça fait plaisir, c'est vraiment super chouette. C'est super beau. Donc on a un petit peu un team-up là dans ce numéro et un team-up avec un combat important. Alors c'est pas évident parce que j'aimerais pas vous spoiler, mais en même temps c'est sur la cover régulière. Donc voilà, je vous montre, c'est quand même très beau. C'est très dynamique. Moi Ultimate Spider-Man, je suis un petit peu mitigé. J'avais énormément aimé les 3 premiers numéros. Puis après, j'avais été un petit peu un petit peu non, j'avais été complètement déçu par le numéro 4, que j'avais franchement trouvé que c'était du remplissage. Et le numéro 5, on nous avait trouvé une manière de faire un flashback sur justement, on va dire, l'acolyte de Spider-Man dans ce numéro. Donc un petit peu... j'essaie de pas trop vous révéler, donc j'essaie de rester cryptique. Mais globalement, on a vraiment quelque chose de très chouette. Et puis là, on a un numéro un petit peu de révélation. Enfin, de révélation. Tout tranquille, hein. C'est-à-dire que vraiment, ce Ultimate Spider-Man, moi, il me désarçonne complètement. À l'issue de ce numéro 6, on a le costume et on a le nom du personnage. C'est bon, ça peut commencer. C'est parti pour Spider-Man. Bah oui, mais enfin, il s'est écoulé 6 numéros. Et il s'est quasiment rien passé. On nous a montré quelques trucs. Ouais, d'accord, le maker qui met des pions en place. Là, vous avez compris qui est le pion qui est mis en place à New York, à Manhattan. Donc on a compris aussi quels sont les super-héros qui essaient de lutter contre ça. Même si l'un des deux a des objectifs un petit peu contradictoires, comme on l'a vu dans le numéro 5. Euh, Moi, franchement, je sais pas si je vais continuer. Je crois que je vais sans doute m'arrêter là, moi, globalement dans l'univers Ultimate. On va voir si les numéros d'Ultimate me convainquent davantage. Le numéro 1, je l'ai trouvé sympatoche. Pas foufou, mais agréable à lire. Donc on verra la suite. Mais Ultimate X-Men, je suis toujours pas convaincu après 4 numéros. Non, l'univers Ultimate, je pense qu'il est probablement pas pour moi et que je vais m'arrêter là. Pourtant, on a un super boulot de Checchetto, c'est chouette, hein. C'est vraiment super chouette. On a quelque chose de très agréable, c'est dynamique, hein. Donc voilà, c'est Peter Parker qui raconte un petit peu ce qui lui est arrivé, comment ça lui est arrivé, puis c'est un petit peu une sorte de coming out. Ouais, mais c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais lu non plus. Et finalement, ceux qui criaient au génie en disant ah ouais, c'est ce que tout le monde voulait, on arrive bientôt à un statu quo qui est très proche de l'univers classique. Le costume, il est classique, il s'appelle Spider-Man. On a un Green Goblin, l'identité de Green Goblin n'est pas super surprenante. On a quelques petits trucs qui sont intervertis, comme je vous disais en fait. Mais très vite, on essaie de revenir un petit peu à une situation qui est beaucoup plus familière. Moi, personnellement, je m'ennuie assez. Je suis assez déçu de cette proposition, personnellement, qui a le cul entre deux chaises. C'est pas franchement pour les nouveaux lecteurs. C'est peut-être du fanservice pour les fans de Spider-Man de la première heure. J'ai un peu de mal à m'en rendre compte. Mais en tout cas, pour un lecteur juste intéressé par l'univers et le personnage de Spider-Man, moi, perso, j'en ressors très déçu. Voilà. Donc je vais probablement m'arrêter là pour Ultimate Spider-Man. Voilà, ça n'engage que moi. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Je vous encourage aussi à me donner votre avis dans les commentaires afin que nous puissions échanger. Je continue avec
Uncle Scrooge and the Infinity Dime. Regardez cette magnifique cover d'Alex Ross. Il y en avait plusieurs. J'ai pris également une variante cover de Scotty Young, que j'ai pas sous la main. Bon, bref, peu importe. Et qui est pas spécialement réussi. C'est vraiment que j'aime énormément Scotty Young. Évidemment, j'ai pas pris celle de Frank Miller. Il y en avait d'autres qui étaient pas folles. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Vous le saviez, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un one-shot sur l'oncle Picsou de Jason Aaron. Et au dessin, il y a plusieurs personnes en fait, beaucoup de dessinateurs italiens, Paolo Motura, Francesco Di Polito, Alessandro Pastrovicchio et Giada Parisinotto. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces efforts phonologiques que je viens de fournir. Et si vous voulez, en fait, on a un récit de 30 pages seulement. Et on a un backup, entre guillemets, c'est-à-dire un vieux récit de Karl Barks, sur lequel, en fait, le récit de Jason Aaron puise un petit peu, au moins son récit initial. C'est-à-dire que on nous parle un petit peu d'un test de Donald qui est mis à l'épreuve par Picsou par rapport à Noël. Noël qui est une saison que Picsou déteste, puisqu'il déteste tout le monde et tout le monde le déteste. Donc vraiment, ça joue sur ce côté acariâtre de Picsou. Et puis voilà, on nous propose ce récit de Karl Barks à la fin. Karl Barks qui a écrit énormément de numéros sur Donald notamment, puis sur Picsou. Et si vous voulez, ça s'appuie un petit peu là-dessus pour partir d'un what if, parce que normalement, Donald et Riri, Fifi et Loulou, qui sont censés rendre visite à Picsou à Noël, sont un petit peu frappés par une tempête de neige. Et à côté de ça, on nous montre pas mal de choses. En fait, si vous voulez, ça va être une sorte de voyage un petit peu multiversel pour un petit peu tous les Picsou du monde entier. Alors, vous pouvez voir que les styles graphiques sont un petit peu assez différents selon l'ancrage, selon l'ombrage. Vous avez des choses qui peuvent être assez chouettes, mais vraiment au goût du jour. Et d'autres un peu plus classiques, j'ai envie de dire. Comme celle-ci, par exemple. Que j'aime beaucoup malgré tout. Donc voilà, on a vraiment une énorme déclaration d'amour. C'est un comics, quelque part, synthèse, un hommage, et qui fait une synthèse un petit peu de la jeunesse de Picsou. C'est une déclaration d'amour au travail de Don Rosa, notamment, avec justement les différentes étapes de Picsou, de son enfance. Celui qui a gagné son premier sou en tant que cireur de chaussures en Écosse, à Glasgow. Tout ça nous est raconté, d'ailleurs j'en ai parlé dans le tout premier épisode d'Encre et de Bulle sur la chaîne de Manphobia, n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. La jeunesse de Picsou de Don Rosa, c'est extraordinaire. Et donc du coup forcément, ça part de cela, ça s'intéresse à ça, donc on fait une sorte de multivers avec les différentes étapes vraiment du personnage de Picsou, comme vous pouvez le voir là. Donc on a vraiment, comme je vous disais, le jeune Picsou de 12 ans, on a celui qui a trouvé sa première pépite au Klondike, on a celui qui était plutôt cavalier, un petit peu à l'époque Far West, on a aussi celui qui était plutôt dompteur de lion safari, enfin, on a vraiment un petit peu tous ces Picsou dans les différentes continuités, et surtout dans la jeunesse de Picsou, mais qui puise également ailleurs et tout, forcément dans son inspiration. On a quelque chose de franchement, notamment cette double page, moi qui m'a fait énormément sourire, que j'ai adoré. C'est vraiment pour les fans, quoi. Attendez, j'essaie de vous la montrer comme il faut, parce que surtout j'aime trop celle-ci. Vraiment, c'est pour les fans et ceux qui ont lu pas mal de Picsou, notamment la jeunesse de Picsou. Je sais pas si pour les autres c'est aussi parlant. Et même moi qui ai lu justement la jeunesse de Picsou de Don Rosa il y a vraiment pas longtemps, les deux tomes que composent entièrement la jeunesse de Picsou, j'avais adoré d'ailleurs, j'ai énormément aimé. J'ai trouvé que c'était pas ouf en fait, que c'était un petit peu décevant. Ça fait un peu comics hommage synthèse, fan service. Ça fait sourire, ça fait plaisir, mais c'est pas une histoire incroyable. Et on rajoute un petit peu de multivers parce que c'est dans l'air du temps, dans tout ça. Donc voilà, c'est un comic que j'ai trouvé très sympathique, qui m'a fait sourire, mais loin d'être inoubliable. Franchement, c'était pas non plus foufou. On continue avec le numéro 4 de I Heart Skull Crusher, vous le savez, une de mes séries coup de cœur de l'année, c'est vraiment une de mes séries feel good. Même si tout ce qui est raconté dans ce comics n'est pas forcément très jovial et très enjoué. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un monde un petit peu post-apocalyptique avec un bidonville à ciel ouvert. Et on a ce sport de Screaming Paintball qui représente un petit peu les jeux du cirque de l'Antiquité. C'est un petit peu l'opium du peuple. À la fois le salut, le divertissement et peut-être une manière d'ascension sociale. Donc là, c'est un petit peu l'équipe qu'elle a formée. Ils sont une équipe de 5 et on les voit un petit peu gravir les échelons, essayer d'atteindre son objectif et atteindre ses rêves. Et c'est un petit peu là-dessus sur quoi traite cet épisode, sur vraiment justement
quelles sont les différentes étapes pour atteindre son rêve, hein, quel est l'objectif qu'on se fixe. Est-ce que tout se déroule forcément comme on l'a prévu et est-ce qu'on peut être déçu peut-être quelque part par nos rêves, hein. Et ça aussi c'est assez intéressant. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant, parce que je vous rappelle que ce personnage de Trini Wastelander veut absolument rencontrer, tout faire pour rencontrer Skullcrusher qui est son idole, hein. Et en même temps, à travers cette équipe qu'elle a formée de manière un petit peu brinque-ballante, c'est-à-dire à la fois contrainte et forcée, et en même temps chacun a un intérêt là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui est super, que moi j'adore depuis le début cette série. Et là on a vraiment quelque chose de très touchant, très chouette, hein. Parce qu'on avance quand même pas mal, on sent bien qu'on est vers la fin, et donc c'était une mini en 5. Et la vraie super bonne surprise, hein, c'est qu'à la fin, you read that right, Tony must go head to head with the idol, bref, pardon, to miss our deadly finally as the first arc comes to a bloody end in the next issue of I Heart Skullcrusher. Si vous avez rien compris. En gros, c'est ne loupez pas notre finale mortelle du premier arc. Et oui, c'est ça surtout l'information, c'est que c'est la fin du premier arc. Donc moi, je suis hyper content. Donc a priori, cette série va continuer. Moi, je suis ravi parce que comme je vous le dis, c'est vraiment une série que je trouve à la fois très fraîche, très drôle, très dynamique, et en même temps très émouvante. Elle dit beaucoup de choses, à la fois sur les illusions, sur les rêves, sur... on peut tomber de haut, comme on peut rester déterminé malgré tout. Enfin, vraiment, c'est un petit peu un comics sur des leçons de vie, sur de la détermination malgré tout, sur des rêves, voilà, qu'on atteint ses objectifs et que c'est formidable, ou alors des illusions complètement brisées, enfin, des rêves illusoires, je veux dire. C'est vraiment, vraiment très intéressant là-dessus. C'est un comics que je trouve super frais, super chouette, hein. Voilà, toujours scénarisé par Josie Campbell. Je trouve qu'elle a énormément de talent, entre The New Champion of Shazam, Amazon's Attack chez DC, et là maintenant I Heart Skullcrusher dans le label Boombox chez Boom Studios. C'est un grand oui. Et maintenant que je sais que ce n'est plus en 5 et que ça va continuer, je suis encore plus content. Donc voilà, I Heart Skullcrusher, c'est toujours un énorme enthousiasme, un grand oui en ce qui me concerne. On reste chez Boom Studios avec le numéro 3 de Uncanny Valley, de Tony Flicks au scénario et de Dave Waschter au dessin et à la colorisation. Alors vous vous souvenez de ce titre que j'avais beaucoup aimé, une sorte de titre un peu hybride entre réalisme et cartoon, avec justement l'irruption de personnages cartoon dans ce réalisme, un petit peu dans la réalité d'Oliver, ce jeune garçon, hein, qui avait quelques petits pépins, notamment à l'école, qui ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Et tout d'un coup, il y a l'irruption de ce personnage-là, qui dit avoir un lien avec lui, et qui dit que lui est promis à une grande destinée et à quelqu'un qui a un pouvoir latent extraordinaire. Donc évidemment, lui, il est un petit peu perturbé, il est un petit peu perdu par tout ça. Et là, on a vraiment un numéro très explosif, très cocktail. Comme vous pouvez le voir, on a énormément de personnages un petit peu très 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 inspirés, issus de la pop culture à la fois américaine et japonaise. Et c'est franchement un régal, c'est très chouette. Vraiment au niveau de l'action, on s'ennuie pas une seconde. C'est super chouette, c'est très dynamique. Il y a vraiment à la fois cet amour et ces références aux cartoons des années 20, 30, 40. Et en même temps, vraiment, cette espèce d'opposition, cette collision, cette confrontation entre ces deux mondes. Le cliffhanger est super et nous promet quelque chose de vraiment très chouette, hein, et de très intriguant. Donc on est déjà au numéro 3, je crois que ce sera en 6, hein, une mini en 6, à moins que les plans évoluent également, mais là je crois pas que ce soit le cas, on verra, on sait jamais. Parce que là j'apprends bien à la fin du numéro 4 de I Heart Skullcrusher que c'est la fin d'un arc, et non pas une mini en 5. Donc qui sait? On en avait déjà parlé, on en reparlera peut-être, hein. Est-ce que les plans à court, moyen et long terme dans une série indépendante sont clairement établis? J'en suis pas si certain. Est-ce qu'on sait si on a une mini en 5, en 6, en fonction des ventes, en fonction de l'ambition aussi peut-être de l'auteur? Est-ce qu'on peut faire plus, ou est-ce que tout simplement peut-être que ça convient à pas mal d'auteurs de faire des mini en 5? C'est moins de travail sur les personnages, sur l'intrigue, de cohérence, forcément. Un moins gros travail de fond, mais c'est quand même très intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est Uncanny Valley, globalement, c'est vraiment une série qu'on aime énormément avec Panphobia. On en a parlé notamment dans D'encre et de Bulle également. À suivre. Je sais pas si ça sortira en France, j'espère franchement, parce que ça vaut le coup. C'est frais, c'est dynamique, c'est intriguant, c'est chouette. Une petite série d'action qui est franchement haletante. Moi j'aime beaucoup, je suis intrigué à chaque fois qu'un nouveau numéro arrive, je suis très enthousiaste. Donc voilà. On continue toujours et on reste avec Boom Studios, un dernier titre dont je vous avais parlé lors du dernier issue de secours, Man's Best. Cette fois c'est le numéro 4.
C'est encore une variante cover. C'est une variante cover de... Je vais vous dire ça tout de suite, parce que je n'avais pas forcément reconnu. Tac. De Kung, ouais. Crystal Kung. Pardon, excusez-moi pour ce petit blanc. Donc vous vous souvenez, Man's Best, c'est vraiment cette série que j'aime énormément. Je trouvais que voilà, qui s'influence, enfin, qui trouvait un petit peu, notamment dans ses influences, Real Free. Et bah, je me suis pas trompé parce que ce qui est super intéressant, alors j'essaie de vous trouver ça, c'est qu'effectivement, il y a l'auteur, alors j'essaie de vous montrer ça, mais sans vous montrer le cliffhanger, tac, donc Pansac Pitch Shot, qui montre un petit peu ses différentes influences en fait au moment de créer ce comics. Et je m'étais pas trompé parce qu'il y avait notamment Real Free, vous voyez, voilà, de Grant Morrison, également Pride of Baghdad, donc le Seigneur de Bagdad, toujours de Momo. Il y a également Rover Red Charlie, qui est un super comics de Garcenis et de Daniel Michael Pasquale. C'est vraiment très bien, qui est sorti en français chez Comics Initiative, que je vous conseille. Je sais pas s'il est encore trouvable, mais c'est vraiment un super comics. Qui se posait beaucoup de questions sur la condition animalière, sur leur capacité à communiquer. Et il y avait notamment comme thématique principale la linguistique et le langage. Et je trouvais que c'était assez intelligent, assez brillant. Du Momo, quoi. Et, pardon, je suis pas très objectif en ce qui concerne Grant Morrison. Pansac Pitch donne également dans ses influences Stray Dogs et Feral, dont on parle et dont on a parlé, dont on continue de parler. Bien sûr, de Tony Flicks et Trish Forstner, entre autres, donc j'aime beaucoup, qui est une sorte de mélange, vous le savez, entre Disney et Don Bluth, un petit peu. Animal Pound, également, de Tom King et de Peter Gross, sont cités dans les influences, dont on parle également dans Les Issues de Secours. C'est une série que j'aime beaucoup, vraiment que je trouve assez brillante, assez intelligente, sur plein de choses. Mais effectivement, peut-être un poil trop berveuse, un poil trop Tom King. Enfin, en même temps, c'est lui qui écrit le titre, donc c'est normal. Et Pansac Pitch Shot cite également It's Jeff de Kelly Thompson. Et oui, ce petit requin qui est vraiment génial parce que là, Pansac Pitch Shot salue la prouesse de faire un comics Enough Said, Silent Comics. Donc c'est des comics muets. Et effectivement, It's Jeff, moi je l'avais pris pour mon fils qui avait beaucoup aimé quand il avait 5-6 ans. Et ouais, c'est un comics sans parole qui est très rigolo parce qu'à chaque fois, on voit un petit peu ces différentes aventures avec les différents personnages de l'univers Marvel. Encore une parenthèse, une digression, décidément je suis désolé. En même temps, j'étais assez expéditif sur les titres précédents, donc on a un petit peu de marge, j'en profite. Donc ce numéro 4 de Man's Best, qui est vraiment une série que j'aime énormément, Athos, Porthos et Lovie. Vous vous souvenez, on a parlé un petit peu de justement du rapport de dépendance, de la fonction de chacun, de comment ils ont été formés par le docteur, surtout par rapport au narrateur principal, qui est le chat Athos. Et bah, on voyait que dès lors, à partir du numéro précédent, on voyait bien que cette hiérarchie un petit peu de qui commande et qui écoute, bah, elle a été un petit peu bouleversée. On voit bien que Porthos a pris un petit peu plus le lead. Et Athos l'a accepté petit à petit. On a vraiment quelque chose qui continue entre la remise en question de chacun, même s'ils sont persuadés qu'ils doivent faire corps et faire unité, enfin chacun en fait a un visage et une vision de la vie et de l'existence très différente. On a quelque part un petit peu le réalisme d'Athos, l'optimisme de Porthos et le pessimisme de Lovie en fait, qui sont un petit peu confrontés. Et on va voir que ce qui semblait pouvoir faire unité va peut-être faire scission. Et c'était un petit peu mon hypothèse lors du numéro précédent. On voyait bien que Pansac Pitch est en train de faire monter ça. Et là, comme je vous le montre un petit peu sur différentes planches de Jesse Lonergan, moi j'aime beaucoup le dynamisme, l'ambiance de ce récit et de ce titre. Vraiment quelque chose qui est très chouette. On a toujours ce chat et ces deux chiens qui sont à la recherche de ce docteur, qui cherche des réponses par rapport à ce grand œil, cette espèce d'œil de Sauron en quelque sorte, mais de manière un peu galactique, qui est aussi menaçant qu'inquiétant. Enfin, on a vraiment quelque chose de très chouette. Donc on a un petit peu, je dirais pas des règlements de compte, mais d'une mise au point entre nos différents personnages, une mise au point de la confrontation un petit peu de leurs différentes perceptions, de comment est-ce qu'il faut continuer un petit peu cette aventure. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Surtout quand nous, lecteurs, on sait ce qui les attend. Parce que nous, on a eu une information que eux n'ont pas lors du cliffhanger du numéro précédent. Et bah forcément, eux vont finir par y être confrontés. Je le tais évidemment, je ne le révèle pas. Et c'est vraiment quelque chose, encore une fois, c'est une série que je trouve qui est super bien, qui est super chouette, qui est très bien rythmée, qui est assez haletante. Et à chaque numéro, on avance bien. Il y a des thématiques différentes qui sont soulevées. Là, comme je vous le disais, c'est vraiment la perception des choses. Est-ce qu'on peut faire unité en pensant des choses différentes? Donc mettre notre ego de côté. Ou est-ce que chaque ego peut subsister, mais on peut quand même faire un collectif malgré tout?
En vraiment man's best. Panzer Pitchet Jesse Lonergan, c'est vraiment excellent. J'aime beaucoup. Et on termine par Image Comics, seulement un titre cette semaine de Image Comics. C'est le numéro 3 de Geiger, bien sûr. Toujours Jeff Jones au scénario, et Gary Frank au dessin, et Brad Anderson à la colorisation. Là d'ailleurs, ce n'est une cover de Jeff Jones. Et bien ce numéro 3 de Geiger, je vais pas y aller par 4 chemins, c'est tout simplement mon coup de cœur de la semaine. Je vous l'avais dit, je trouvais que ça commençait un petit peu doucement. Le numéro 1 m'avait pas super convaincu, parce qu'en vérité c'est un petit peu un numéro 9 entre la première mini de Geiger, entre Ground Zero et maintenant cette reprise. Et le numéro 2 m'avait davantage convaincu, franchement, je l'avais trouvé assez emballant, assez chouette. Mais alors ce numéro 3 c'est tout simplement un coup de cœur. Alors déjà, parce que ça parle de livres, et d'amour pour les livres, donc ça me fait franchement plaisir. Aussi parce que, et ça nous avait été teasé dans le numéro précédent, parce que ça ouvre quand même sur Junkyard Joe, ça fait plaisir. Petite référence à Junkyard Joe, et on sent que ce personnage va avoir une importance et un impact dans cette série Geiger. Et d'ailleurs, on le voit aussi si vous avez lu la série, la mini Junkyard Joe, qui est vraiment une très bonne mini d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé. Et là on a vraiment, What are books good for anyway? C'est vraiment le titre de l'épisode, c'est, de toute façon, à quoi ça sert les livres? À quoi servent les livres? On va expliquer aussi de l'amour de Geiger pour les livres. Et c'est vraiment un numéro que j'ai trouvé super bien là-dessus. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. Ça parle aussi de beaucoup de choses, en fait. Ça parle pas mal de Barney, de ce chien qu'on aime beaucoup, de ce chien mutant à 2 têtes, qui a été adopté par Geiger depuis le tout début. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très touchant, très émouvant. Et à côté de ça, on avance un petit peu. On continue à parler des... comment ils s'appellent déjà, les organes... j'ai oublié leur nom, excusez-moi. Organ People, tout simplement. Et effectivement, là, on a forcément... ils y sont confrontés. C'est un petit peu des personnes qui ont subi de plein fouet la radioactivité, et ils ont des organes légèrement défectueux, forcément, et c'est un petit peu des pilleurs d'organes. Donc, ils vous proposent un petit échange, en tout bien tout honneur. Et forcément, c'est pas quelque chose... qui intéresse forcément. Donc on a vraiment, encore une fois, des 6 personnes d'action. Ça, on a toujours les 2-3 pages d'action de Gary Frank chaque mois. Et franchement, on va pas bouder son plaisir non plus. Voilà, il y a vraiment quelque chose dans la relation entre Geiger et puis le Nuclear Knight qui est vraiment très touchant dans cet épisode. Donc autour de ça, justement, autour de la futilité ou justement du côté essentiel des livres. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Un numéro que j'ai trouvé très touchant globalement. Et en plus, un cliffhanger terrible. Vous le savez, vous devinez maintenant, à chaque cliffhanger de Geiger, on avait quelque part cette menace grandissante qui se rapprochait. Et alors là, non seulement elle se rapproche, mais en plus elle fait très mal à notre petit cœur de lecteur. Donc un numéro réussi du début à la fin, c'est un grand oui que ce Geiger numéro 3, et c'est sans doute mon coup de cœur de la semaine, même si vraiment man's best, j'aime toujours autant. I Heart Skullcrusher aussi, même si ce numéro 4 je l'ai un petit peu moins aimé, même si il dégage d'autres thématiques qui étaient plus poignantes, un petit peu moins légères, on va vers la fin du premier arc, ça c'est la bonne nouvelle. Uncanny Valley toujours très agréable. Et puis sinon, les 2 titres Marvel sont mes déceptions, que ce soit Uncle Scrooge ou Ultimate Spider-Man. Pas été convaincu ni par ce premier arc d'Ultimate Spider-Man, d'ailleurs est-ce que c'est vraiment un arc ? Ou est-ce que c'est une introduction presque au titre? Donc je pense arrêter Ultimate Spider-Man. Encore Scrooge un peu déçu, mais qui donne le sourire quand même. Super les titres Boom Studios. Et coup de cœur pour Geiger. Voilà, pour faire le résumé. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci de lâcher un petit like, de partager ou de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous retrouve dans quelques jours ou à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ici de Secours ou de la Palle du Devoir. Ce sera à définir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Et à très bientôt, salut!